Merci. Merci, chers amis, d'être venus si nombreux, une fois encore ce soir, dans cette belle salle Gaveau, pour cette rencontre exceptionnelle avec Kamel Daoud. Merci, cher Kamel Daoud. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre présence ce soir manifeste ces attachements profonds qui sont l'âme du Figaro, la littérature tout d'abord, l'amour de la liberté ensuite, et le courage de la vérité enfin. Il y a 199 ans, quand le Figaro est né, c'était d'abord un journal, une feuille littéraire, qui n'hésitait pas à s'affranchir des admirations imposées et des pressions gouvernementales. On y chroniquait beaucoup de pièces de théâtre, mais aussi des romans, ceux de Balzac, ceux de Dumas, plus tard Flaubert, Zola, etc. Vos ancêtres, cher Kamel Daoud, puisque par la langue, vous avez rejoint cette prestigieuse généalogie. Quand vous êtes devenu journaliste, vous avez choisi d'écrire en français. Et puis ensuite, vous avez écrit votre œuvre, vos romans dans notre langue. Et puis récemment, vous êtes vous-même devenu français. Vous étiez enfant d'Oran, dont vous avez connu les mêmes lumières, les mêmes odeurs, les mêmes éblouissements que le premier homme d'Albert Camus. Votre beau roman, Meursault contre-enquête, montre un lien étroit, presque intime, entre l'auteur de L'Étranger et vous-même. C'est la magie de la littérature. Elle est une patrie large et accueillante. On dit, et c'est vrai, que la Légion étrangère est composée de Français par le sang versé. La compagnie littéraire est aussi faite de Français, non par le sang reçu, mais par la langue aimée. Dans cette compagnie, on trouve Émile Cioran, Romain Gary, Eugène Ionesco, Milan Kundera, vous, Kamel Daoud, et puis votre compatriote, notre compatriote, votre ami, votre frère de plume, Boualem Sansal. Merci de l'applaudir. Depuis le 21 novembre et son incarcération arbitraire par le régime algérien, nous, au Figaro, nous faisons notre possible avec vous pour hâter, pour demander, pour exiger sa libération. Nous avons commencé le combat ensemble en publiant un texte émouvant que vous avez écrit, cher Kamel, sur le vif pour le Figaro. Il était intitulé le premier jour, le lendemain de son incarcération, « J'espère vivement que mon ami Boualem Sansal reviendra parmi nous ». Et puis, au milieu du mois de janvier, vous mettiez vos pas dans ceux de Zola, dans une tribune très belle, très forte, que le Figaro Magazine a publiée et titrée « Liberté pour Sansal et pour l'Algérie ». Vous en appelez à cette liberté pour votre ami, pour votre pays de naissance, mais aussi pour vous-même, car Alger vous a interdit de salon du livre avant de vous empêcher, par l'intimidation, de retourner chez vous. Votre dernier roman, Houri, qui décrit la claustration des Algériens dans leur propre pays, donne une forme absolument magnifique et littéraire à un régime politique dont vous subissez, vous et les vôtres, la tyrannie. Il s'en prend, ce régime, à votre personne, à votre œuvre, à vos proches. Mais Houri, c'est aussi le roman de la liberté intérieure, de la ténacité dans les combats, de la souveraineté de la personne face aux oppressions. Votre personnage, Aube, prend la part d'Antigone contre Créon, et en cela vous lui ressemblez. Ce souci de la vérité, cher Kamel Daoud, traverse votre œuvre, vos chroniques dans Le Point et dans d'autres journaux, vos interventions publiques. Vous avez dû subir la bêtise et la lâcheté de la gauche décoloniale qui aurait tant voulu que vous correspondiez à ces clichés, à ces caricatures. Vous ne l'avez pas fait, votre voix les dérange et c'est une raison supplémentaire de l'entendre ce soir. Votre voix porte loin et c'est pour cela qu'il est temps, face à Vincent Trémollet de Villers, qu'il est temps de vous laisser la parole. Merci beaucoup Alexis, merci beaucoup cher Kamel Daoud d'avoir accepté le principe de cette rencontre. Des rencontres, nous en faisons
peut-être 7 ou 8 par an. Ça fait 10 ans qu'on fait ces rencontres, mais ce soir, j'éprouve un sentiment de fierté et de bonheur de vous avoir à mes côtés, que vous ayez accepté de répondre à nos questions. Vous avez donc accepté ce soir de parler de votre œuvre et de vous-même, puisque c'est le principe de ces rencontres. Et donc j'aimerais que l'on prenne les choses par le début, par la naissance. Vous êtes né en 1970, vous êtes né dans une Algérie indépendante. Vous étiez l'aîné d'une fratrie de 6 enfants. Votre père, je crois, était gendarme. Votre mère, avec une telle famille, avait beaucoup à faire, j'imagine, à la maison. Alors, est-ce que pour commencer ce soir, vous pouvez nous faire visiter le pays de votre enfance, votre maison, vos paysages, vos premiers éblouissements et vos premières inquiétudes? Alors, c'est le programme d'un roman. Je vous remercie d'être là. Cela exige. Et après un tel éloge, je pense que la moindre des politesses, c'est d'être mort pour ne rien gâcher. J'aime bien me souvenir de l'enfance. C'est un peu l'exercice des exilés. C'est de retrouver une image du bonheur. Je pense que dans la vie, on est tous tentés par reconstruire, je disais à une amie, une journée parfaite. Cette journée où tout était bien. Et on essaie tout au long d'une vie, avec les années, avec le temps, de reconstruire cette journée. Ça s'appelle le bonheur, ou l'amour, ou la rencontre, ou la naissance. Et pour moi, cette journée, c'est justement ma vie dans ce village-là. J'ai eu, d'un point de vue du loisir, c'est un village socialiste algérien, donc il n'y a pas plus ennuyeux. Et d'un autre côté, j'ai été élevé par mes grands-parents plutôt que par mes parents. Cela vous donne du temps, de l'oisiveté, de la liberté, quelque chose de solaire. Et j'ai des souvenirs de mon enfance qui sont des souvenirs d'un homme ou d'une vie qui était heureuse à l'époque. Ma grand-mère qui rasait le crâne de mon grand-père, assis sous un arbre, et qui le faisait dans le silence. Depuis, j'ai acquis cette certitude que l'amour, c'est d'abord une pratique du silence. On ne dit pas l'amour. On le dit quand on le perd, ou on le dit quand on commence à le perdre et qu'il faut le prouver, etc. Je me rappelle aussi de l'ennui, qui est un grand maître. Je me rappelle de la lecture et de l'infamie liée à la lecture. Vous savez, j'avais 9-10 ans, j'avais découvert des romans qui traînaient un peu chez les voisins et à la maison, avec, vous savez, des romans policiers avec des femmes avec très belles poitrines en couverture, mais il n'y avait rien à l'intérieur. Et je couvrais ces livres pour pouvoir les lire. Et mon grand-père et ma grand-mère croyaient que je révisais mes leçons, parce qu'ils avaient un rapport au livre qui était extraordinaire. Et je crois que le style naît à la fois, autant que l'amour, de ce mélange entre le péché, l'infamie, le mensonge et le délice. Et c'est ce qui fait l'amour, et c'est ce qui fait son délice aussi. Donc j'ai souvenir de ce moment où je lisais des descriptions de femmes nues, ou presque, alors que mes grands-parents me regardaient avec admiration, pensant que j'ai révisé mes leçons. Et je crois que la conscience est la fille aînée du péché, au sens pas religieux, mais au sens de l'infraction morale. Et donc c'est parce qu'on enfreint quelque chose que l'on prend conscience. Il y a une relation claire entre la pomme et l'existence de l'humanité. Donc c'est aussi un souvenir, le souvenir aussi de l'ennui. Il n'y avait pas de télé parce qu'il n'y avait pas d'électricité, ce que je prêche maintenant. C'est une déconnexion absolue et hygiénique. Et je lisais ces romans, et pour moi, la langue était un enjeu d'image. Plus je maîtrisais la langue, plus je pouvais voir plus clairement les femmes nues. Parce que les synonymes étaient comme la haute définition. C'est-à-dire ça ajoutait un peu à l'image, etc. Donc il y avait cet aspect-là, le temps qui était long, le sentiment aussi que j'étais dernièrement j'étais à Oxford, qui me posait la question sur la difficulté, comment enfants pouvaient lire. Ce n'était pas le grand défi de ma vie. Le grand défi de la vie, c'était comment revenir au réel. Vous lisez Le Tour du monde en 80 jours, par exemple, L'île mystérieuse, que je cite souvent. Le grand enjeu, c'est comment revenir à la banalité du réel. C'est quelque chose de difficile. Et donc, c'est ce village-là. J'avais aussi j'ai d'autres souvenirs. Je ne sais pas jouer au football, par exemple. Et donc, je lisais. J'étais brillant à l'école, mais en même temps, ça vous condamne à de la solitude avec les autres. Je l'ai perdu, le talent de la mémoire. Je m'étonnais que les autres puissent oublier. Je ne pouvais rien oublier. Je lisais un texte, il était là, tout le temps. Et donc, cette idée de la mémoire et
Et de l'oubli m'obsédait depuis ce moment-là, la solitude, la compensation aussi. Je lisais dans mon village, j'étais connu pour ça, je lisais les lettres envoyées par les migrants algériens en France pour leurs proches, et je lisais et décodais et interprétais avec beaucoup d'imprudence les posologies de médicaments qui étaient en français. Et j'écrivais des lettres d'amour pour les gens de mon village, surtout les voisins. J'écrivais des lettres d'amour comme certaines personnes de Gabriel Garcia Marquez. Et j'ai vécu des moments qui sont magnifiques. Il y a quelques années, alors j'étais en Algérie, quand quelqu'un s'arrête, il descend, sa fille, elle descend avec lui, j'étais au village. C'est vrai, c'est caricatural, c'est très kitsch, comme dirait Kundera, mais c'est la réalité. Ce qu'il me présente sa fille, il me dit, cette femme qui est juste là, c'est ma femme, c'est à cette femme que tu écrivais des lettres en mon nom. Donc ils se sont mariés, ils ont une fille qui fait des études littéraires et qui a fait une thèse en langue française sur Meursault contre enquête. Il y a des boucles dans la vie qui procèdent du merveilleux, du kitsch, etc. Donc le village était un moment heureux, un moment assez particulier. Je lisais beaucoup, je n'avais rien d'autre à faire. Je lisais, quand je dis beaucoup, c'est énormément. C'est-à-dire, je suis arrivé à lire 2 romans par jour. C'est-à-dire, je lisais un roman jusqu'à midi, et après il y avait l'ennui, ce minotaure. Et il fallait replonger tout de suite dans le 2e roman. Et la grande angoisse, c'était la fin des romans. Les romans à 1000 pages étaient pour moi une grâce. C'était quelque chose d'extraordinaire. Alors que les romans trop courts étaient comme une sorte de traîtrise à la fin, une amitié faussée ou quelque chose qui s'interrompait trop vite. Donc, c'est ce rapport à la langue, ce rapport à la sexualité, ce rapport à l'infini, ce rapport à l'insulaire, ce rapport à la langue française aussi. Je raconte souvent cette histoire qui est vraie. C'est que mon père m'a offert le premier dictionnaire à 16 ans. Et donc, j'ai commencé à définir véritablement la langue à 16 ans, 15 ans. Avant, je définissais les mots comme je le voulais. J'étais libre. Donc, madmicène pouvait signifier ce que je voulais. Orchidée, jusqu'à maintenant, je dis orchidée. J'ai une fraction de seconde parce que c'est orchidée, c'est pas orchidée. Donc, ce sont des petites... Je crois que le style, c'est cette manière-là d'investir une langue par sa propre histoire. Donc, tout cela, c'est le village. Tout cela, c'est mon enfance, et elle fut heureuse, vraiment heureuse. Dans votre roman Meursault contre-attaque, on sent... Quand on me dit souvent contre-attaque... Contre-enquête, pardon. C'est l'Empire contre-attaque et c'est Meursault contre-enquête. Il ne faut pas confondre les étoiles entre elles. Le cousinage avec Albert Camus, Alexis l'a dit, est palpable. Est-ce que quand vous avez lu le premier homme, vous avez retrouvé les mêmes paysages et les mêmes sensations et le même sentiment de privilège qu'exprime Camus, d'avoir grandi au milieu d'une beauté inégalable et qu'il n'a jamais réussi à remplacer? Tout à fait. C'est quelque chose qu'on ne me pardonne pas souvent. C'est de parler de Camus comme une transcendance par rapport à l'histoire. Vous savez, j'ai publié Meursault en 2013 en Algérie, en 2014 en France. Il a eu un succès mondial jusqu'à maintenant. Et souvent, on me posait des questions sur comment j'ai lu Camus comme si on attendait une réponse politique. Je l'ai lu comme quelqu'un qui était injuste vis-à-vis des miens, etc. Alors que, en fait, non, on ne lit pas un roman parce qu'on veut cultiver une appartenance et une identité. Un roman est là pour nous délester. Il est là pour nous faire transcender. Et j'ai eu cette innocence et cette naïveté, et je l'ai jusqu'à maintenant, de lire les romans, non pas dans un jeu d'appartenance et d'éclairage, d'autochtonie, non, mais parce qu'ils, justement, ils font cesser cette conscience que j'ai de m'appeler Kamal Daoud. Je ne suis plus Kamal Daoud. Donc, j'ai lu L'étranger, j'ai lu les œuvres de Camus, j'étais fasciné. Pour moi, Caligula, par exemple, c'est un jeu de perles de verre qui est magnifique. Mais quand je suis arrivé en France avec Meursault, et même en Algérie, on me posait des questions. Est-ce que tu étais en colère parce que Camus n'a pas parlé de l'arabe? Mais je lis un roman pour ne plus être un arabe. Je lis un roman pour ne plus être un homme. Je lis un roman pour ne plus être un Algérien ou un Français. C'est un territoire de transcendance. Et j'aime plus les mots désaliénation, mais bon, je crois qu'il est inévitable. Et donc Camus, je ne l'ai pas lu dans une sorte de conscience politique. Et la langue française, je ne l'ai pas pratiquée dans une sorte de conscience historique et politique. Mais avec le succès, la visibilité médiatique, j'ai compris. Par exemple, pourquoi vous écrivez en français, M. Kamal Daoud? Si je dis, parce que j'aime bien cette langue, ce n'est pas suffisant.
Il faut que je dise que j'étais traumatisé par la langue arabe quand j'étais très jeune, etc. Et au fait, on veut historiciser le désir, et ça ne fonctionne pas. Camus a été pour moi quelqu'un qui a su saisir l'intensité de la métaphore de la géographie de mon pays natal, et pas uniquement. La proximité avec la mer, le sens, la primauté du corps sur la vérité, la sensation qui est plus importante que le sens que l'on donne au monde. Le monde comme énigme, parce qu'on impute à roman, à Camus, l'idée que le monde est absurde. Et donc, on a une attitude nihiliste vis-à-vis du monde. Au contraire, non, il appelle à la responsabilité. C'est parce que le monde n'a pas de sens qu'il nous incombe de le signifier par nos actes, nos choix, nos amours, nos sacrifices, nos engagements. Et tout cela me parle, et cette intensité, cette proximité, et cette envie de défendre le corps est toujours mienne. Si j'avais à choisir entre un corps et un Dieu, je choisis mon corps. Et c'est une révélation que j'ai eue, j'avais 21 ans, je lisais beaucoup l'histoire des religions, Mircea Eliade et d'autres, et à un moment, il y a eu une réaction en moi, je me suis dit, mais dans cette affaire, il n'y a que moi qui travaille et que moi qui meurs. Les dieux ne meurent pas, ne travaillent pas, les diables, les anges, etc. Il n'y a que moi qui meurs. Et j'ai eu cette vision qu'on m'en veut pour mon corps, parce qu'il est. Et on me force à le voiler, à le laver, à le contraindre à des rituels, à le contraindre à de la douleur, à se récuser. Et cette façon de récuser le corps, je ne l'aime pas. Et ce que je retrouve chez Camus, c'est justement ce choix humain, précaire, relatif, qui fait que entre la vérité et entre la réalité, le corps, la mer, M-E-R et M-E-R-E, et la douleur, il choisit ce que nous sommes, pas ce que nous croyons être. Donc Camus est pour moi un des prophètes de la nuance et du corps. Nous en manquons beaucoup, des prophètes du corps. Nous avons ceux des dieux, ceux de l'au-delà, ceux du monde d'avant, mais nous manquons des prophètes du corps. Et j'aime chez Camus justement cette intensité. Et cette dimension organique qu'on le retrouve dans toutes les pages du Premier Homme. Vous avez parlé de vos questionnements religieux quand vous aviez autour de 20 ans. Vous vous êtes ensuite éloigné de la religion musulmane. Vous l'avez un peu évoqué il y a quelques minutes, mais est-ce que pour vous la question de Dieu est réductible à cette religion, ou est-ce que depuis cet éloignement, vous avez poursuivi malgré tout une forme de quête spirituelle? Vous avez parlé de votre attachement et du sens du corps, mais est-ce que les mouvements de l'âme, de la conscience ou de l'esprit, selon le nom qu'on lui donne, continuent à vous hanter, à vous tourmenter et à vous mener vers des chemins que vous n'imaginiez pas? En fait, j'aime bien les hommes qui cherchent Dieu, pas ceux qui le trouvent. Et comment ces esprits construisent du sens, sacrifient, etc., je trouve cela admirable. J'avais dit à un ami qui est archevêque à Alger, je lui dis, on n'a que le Dieu de nos actes, au fond. Si on est quelqu'un de bien, on va construire et concevoir et faire émerger une divinité du bien. Si on est quelqu'un de mauvais, ça sera lié. En fait, j'aime bien cette croyance qui est liée à la responsabilité de la vie. Le reste, je ne sais pas. Je répète souvent que j'aime la spiritualité plutôt que la religion, et on me demande quelle est la différence, et je réponds toujours que la spiritualité, c'est chercher Dieu, la religion, c'est croire l'avoir trouvé. Et moi, j'aime les gens qui cherchent, pas les gens qui ont trouvé. Je me méfie des gens qui ont des réponses. Je me méfie des gens qui disent avoir trouvé Dieu, parce que j'ai remarqué, paysan comme je suis, qu'ils finissent par se prendre pour cette divinité. L'homme a tendance à se prendre pour Dieu à partir du moment où il parle de lui. C'est narcissique. Et donc, la religion, oui, j'aime bien lire, j'aime beaucoup lire, mais je me méfie, je me méfie. Si j'ai un jour à dire quelque chose à Dieu, c'est qu'il y a trop de courtiers entre nous, trop de négociateurs, trop d'intermédiaires qui prennent des commissions trop coûteuses. Et donc, je l'ai dit dans Meursault avec mon personnage, il dit à un moment, et ça je le crois, pourquoi à chaque fois qu'on veut savoir si Dieu existe, c'est à moi qu'on pose la question? Il faut lui poser la question à lui. C'est sa vie, c'est pas la mienne. Alors, je suis un peu mal à l'aise parce que j'aime que le monde reste comme une sorte d'énigme. J'aime la question, j'aime l'interrogation, j'aime le doute, et j'ai une allergie quasi physique aux clichés, à la métaphore épuisée, et à la vérité, et à la réponse.
C'est ennuyeux, les réponses. Qu'est-ce qu'il reste à faire quand on a une réponse? Donc je préfère vivre. La réponse, c'est le métier des dieux et des morts. Ce n'est pas notre métier. Nous avons autre chose à faire, c'est d'interroger, nous tromper, nous relever, aimer, être détesté, perdre, gagner, suer, aimer, etc. Et le reste, nous aurons tout l'au-delà, s'il existe, pour mâcher les vérités comme des chewing-gums. Mais la réalité, c'est que le rapport que j'ai avec la religion, il est je ne sais pas. Si j'ai à choisir entre ça et ça, je préfère quand même choisir ma propre personne. Et parce qu'il est une religion venue d'Orient et qui est devenue occidentale, qui est le catholicisme, et qui a fait du corps par l'incarnation du Dieu en la figure d'un homme, la figure du Christ, est-ce que cette approche, quel regard vous portez sur cette approche justement religieuse qui se distingue peut-être de la religion de votre enfance? C'est-à-dire, j'ai déjà assez de nuit et je vais répondre sur cette question. Non, je ne suis pas connaisseur, mais je n'aime pas le dolorisme. Je ne pense pas que la vérité puisse naître de la douleur. Je préfère qu'elle naisse de l'extase, de l'orgasme, de la nage, de la sueur, d'une sieste. Je ne pense pas. J'ai rencontré en France quelqu'un qui me disait que le christianisme est une des rares religions nées d'un échec. Bon, c'est un jugement sévère, mais c'est à lui de l'assumer, pas moi. Je ne sais pas. Je me méfie des monothéismes, je me méfie des prophètes, je me méfie des croyances. Je préfère... Vous savez cette phrase que Haroun répète dans Meursault, qui dit que la religion, c'est un transport collectif et que moi, je préfère aller vers Dieu tout seul et à pied. C'est exactement ma conviction. Donc, vis-à-vis du christianisme, ce dolorisme, cet éloge de la blessure et de la crucifixion, cet éloge du sacrifice, cela me met mal à l'aise. Je préfère quand même les dieux grecs. Très bien. Alors maintenant, on va venir à votre vocation de journaliste, parce que vous êtes aujourd'hui considéré et célébré comme un grand écrivain, mais vous tenez, vous me l'avez encore dit tout à l'heure, à ce que l'on rappelle que vous êtes d'abord journaliste. Vous avez dirigé une rédaction pendant plusieurs années, plus d'une décennie, je crois. Vous étiez rédacteur en chef du quotidien d'Oran, qui est un quotidien en langue française. Alors, beaucoup de journalistes, je peux en parler puisque je fais partie de cette confrérie, rêvent secrètement de devenir écrivain, pensent que ce métier est la première étape avant d'accéder à celle du livre. Est-ce que c'était votre cas quand vous êtes entré dans la carrière ? Oui. En fait, l'économie algérienne n'est pas porteuse. On ne peut pas être écrivain et vivre de vendre ses livres. Je veux dire, ça n'existe pas. Le livre... Pareil en France, sauf quand on, comme vous, on a le prix Goncourt à chaque fois qu'on publie un livre. Mais... oui. Et donc, c'est... J'ai perdu le fil. Non, c'est que... Premier roman, une oui, fois. Et... mais moi, j'ai quelque chose de balsacien. Je viens d'un village et pour moi, la conquête de la ville, la langue française, la maîtrise, la métaphore, tout cela a été mêlé dans une sorte de mythologie personnelle. Donc, j'ai un bac en maths et je vais faire langue française, enfin, pas littérature parce que ça n'existe pas, mais langue française. Et donc, c'était lié. Et à un certain moment, bon, la jeunesse est pauvre généralement, donc je manquais d'argent pour rester en ville. Et on était dans les années 90, la guerre civile algérienne. Donc, les journaux perdaient beaucoup de journalistes, tués, exilés ou qui ont démissionné. Donc, ils recrutaient beaucoup de chair à canon comme moi. Donc je suis parti chercher du métier dans ce créneau. Et j'avais cette illusion, comme beaucoup de journalistes, en croyant qu'en faisant du journalisme, ce qui est vrai peut-être parfois, on nourrit en soi la vocation d'écrivain, alors que c'est un métier chronophage. Il vous prend beaucoup de temps et la littérature reste un vœu par la suite. Donc c'est un rapport très, très difficile entre les deux. Mais je ne pouvais pas rester à Oran, je n'avais pas les moyens si je n'étais pas journaliste. Et donc je me suis dit, je vais exercer comme journaliste, ça me permet de gagner assez d'argent pour pouvoir faire éclore en moi le génie tuberculeux qui va mourir célèbre et inconnu à la fois. Pendant ces années de la guerre civile algérienne, vous êtes donc en première ligne, puisque les journalistes sont quand même plus menacés que les autres, quoique, vu la violence de cette guerre civile, on ne sait pas qui n'était pas menacé.
Comment l'avez-vous traversée? C'est-à-dire que quand on la voit de ce côté-là de la Méditerranée, quand on écoute les témoignages, quand on lit des récits, quand on lit Houri, qui est ce roman où la guerre civile où ce roman hanté par la guerre civile et par ses effets, est-ce que vous l'avez traversé en ayant peur? Est-ce que vous avez découvert, en plus du courage moral, une forme de courage physique? Qu'est-ce que cette épreuve vous a enseigné sur vous-même et sur les hommes? L'enseignement, il est venu 20 ans plus tard, parce qu'il faut admettre le réel. Quand on traverse une guerre, la première des choses, c'est renouer avec le réel. On a tendance à déréaliser. C'est le seul moyen de survivre. Alors comment j'ai traversé? Je l'ai fait comme il se doit, avec naïveté, idiotie, bêtise, jeunesse. J'y allais. Je me rappelle que parfois on tirait, on balançait la pièce pour savoir qui allait faire la couverture sécuritaire. Alias, je traduis, c'est-à-dire aller vers les lieux de massacre, interroger, voir, compter les morts, etc. Donc on le fait parce que peut-être que j'avais une idée totalement idiote de la littérature et du réel. Il y a une addiction. On ne peut pas revenir vers la banalité. Et on se dit que c'est une expérience intense du réel. Mais le corps réagit différemment. Moi, je me rappelle que les premiers temps, maintenant j'arrive à en parler avec un peu plus de lucidité et de cohérence. Mais je me rappelle qu'une fois, je le raconte dans Houri, ce fameux massacre de 1200 personnes, c'est très bête, c'est très idiot, mais j'étais sur place, je montais. Il y avait un guide avec nous, avec un berger, il y avait un journaliste photographe d'une agence européenne. Et quand vous marchez sur les cadavres, il y a une sorte de... il y a de la chair qui vous colle à la semelle, donc, parce qu'ils ont été tués, découpés. Et soudain, j'ai une chanson dans la tête qui tourne, une chanson bête, idiote, un générique, n'importe quoi. Et au fait, le corps a sa propre logique de survie, il déconnecte. Bon, on revient, on fait ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on finit par avoir un ulcère d'estomac, mais on ne fait pas le lien. Je veux dire, on ne fait pas le lien avec la chose. Le corps a sa propre logique. Et le cerveau, ou l'esprit, ou comment on l'appelle, il en a une autre. Et puis, on se sent comme animé par une sorte d'exaltation qui est compensatoire par rapport à l'horreur, à la monstruosité. Parce qu'il y a quelque chose de... Le martyre est exceptionnel, mais la mort est banale. La mort, elle est touchée par la banalité. Vous vous levez le matin, on les dépêche l'agence officielle, 400 morts, 200 morts, 400 morts, 600 morts, etc. Et puis il y a une sorte de d'hébétude. Vous sortez dans la rue, la guerre, elle est visible pour ceux qui la regardent de loin, mais ceux qui la vivent à l'intérieur, c'est surtout des silences. Ce n'est pas des bombes, ce n'est pas des explosions, c'est une sorte de zombification du réel. Mais tout cela, on ne leur donne que par la suite. Alors, il y a eu ça, il y a ces débats assez houleux sur les chiffres, combien ils ont tué, et puis je crois que la première des choses, c'est la routine. Ce sont les mêmes personnes que vous interviewez, le laveur de cadavres, le gardien de la morgue, pour avoir le vrai chiffre, 2 ou 3 témoins. Et petit à petit, la vie reflue en vous. Elle s'éloigne, elle se protège, elle cherche autre chose, l'alcool. J'avais dit à un moment sur Arte que c'était les années où on couchait le plus et on buvait le plus, en m'est tombé dessus bien entendu, en disant que j'insulte les morts. Mais la réalité, c'est quand la mort était là et elle est exacerbée, quelque chose de l'ordre du charnel et du corporel. Alors, qu'est-ce que j'en ai tiré comme leçon? C'est la deuxième fois qu'on me pose la question. Il y a 2 semaines, avec un journaliste d'El País qui m'interrogeait. Et brusquement, j'ai pris conscience que j'ai perdu confiance en l'homme. J'aimais beaucoup, je lis de la poésie, j'écris, j'essaie d'aimer, j'essaie d'être digne d'aimer et d'être aimé, mais au fond, il y a quelque chose de cassé. Je sais maintenant que l'homme est capable du pire, et je sais qu'un pays est très fragile, et je ne fais plus confiance. La seule chose en qui j'ai confiance, c'est la capacité d'ordonner le monde avec la langue et avec la réflexion. Mais en l'homme lui-même, c'est pour ça que je m'engage, comme on dit, j'ai perdu confiance. L'homme est inhumain. Il n'a pas inventé l'humanisme, il a inventé l'humanisme pour pouvoir escamoter l'inhumanisme dont nous sommes capables. Et j'ai perdu, confiance dans la notion du réel. Parce qu'on croit que le réel, c'est une convention. On est tous là parce que oui, on s'entend, on peut se compter les uns les autres, etc. Ce n'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai. Le réel est très fragile. Il suffit de rien pour que ça se déréalise, pour les peuples comme pour les individus. Le rapport au corps, j'ai mis des années. C'est après avoir écrit ce roman que j'ai commencé à accepter d'être touché, d'être, d'avoir des gens. Moi, je ne supportais pas que les gens me touchent. Et j'ai compris aussi ce droit profond au bonheur. Le monde arabe souffre parce qu'il n'a pas une théorie du bonheur. Le monde que vous appelez arabe, il a une théorie de la rancune, de la justice, du décolonial, mais de l'au-delà et de l'en-deçà. Mais il n'a pas une théorie du bonheur. Ici et maintenant, et comment on peut être heureux. Et pour moi, c'était la grande reconstruction. C'est fonder la capacité au bonheur. Et ça m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup de réflexion. Merci pour ces mots très impressionnants. Vous disiez que votre confiance s'était réfugiée dans la langue et dans sa capacité à ordonner et à exprimer les choses. La langue que vous avez choisie pour écrire, c'est la langue française. Vous avez un peu déjà répondu au début de cet entretien, mais j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus. Pourquoi vous avez d'abord choisi cette langue? Et est-ce que vous diriez ensuite que la France, c'est d'abord une langue avant d'être une géographie, une histoire, des paysages? Oui, la France est une langue. Sa langue est plus vaste que la conscience qu'elle a d'elle-même et de sa géographie. On vient à ce pays parce que sa langue, elle est là, qu'elle est porteuse d'une culture, d'un capital incroyable. D'ailleurs, c'est ce capital qui est attaqué maintenant. C'est la France et Jules Verne. Quoi qu'on dise, on va la chercher dans la biographie de Sartre ou d'autres, mais c'est Jules Verne, cette capacité à raconter le monde, à restituer le mystère, à provoquer la curiosité de l'enfant. J'aime bien ce court vers de Borges qui disait « Quand on regarde la mer, on voit l'Angleterre ». Moi, je crois que pendant longtemps, quand je regardais la mer, je voyais la France. Et donc, ce pays-là est au-delà de lui-même, c'est un mythe. Nous avons une meilleure idée de la France vue de dehors que vous en avez ici, par vous-même. Vous vous offrez le luxe d'être décliniste, libre à vous. C'est un effet secondaire du confort. Mais pas moi. Parce que cette langue, j'ai dû l'arracher, j'ai dû la signifier, j'ai dû l'investir, j'ai dû écrire moi-même mon propre dictionnaire et je ne vais pas la lâcher pour dire que je suis un désespéré. C'est un instrument d'espoir et d'ordonnancement du monde pour moi. Alors pourquoi écrire en français? Il n'y a pas de pourquoi. Quand on aime quelqu'un, cela fait partie à la fois du hasard, de l'accident, d'une soirée et ça mêle l'absolu. L'être qu'on aime, il est à la fois cet être-là, absolument, et pas quelqu'un d'autre, et pourtant, il aurait suffi de dire non à une soirée pour ne pas le rencontrer. C'est comme le monde, il est à la fois précaire et nécessaire. Et donc, la rencontre avec la langue française, c'était une rencontre très intime. Et on m'en veut, parce que quand vous êtes algérien et que vous dites vous avez un rapport érotique à la langue française, ni les décoloniaux ne vous le pardonnent, ni les Français ne le comprennent. Et vous êtes entre les deux. Et cette langue, je l'ai découvert comme un moyen de débrécher l'ennui, de voyager dans le monde, de voir des femmes nues, de nager, de connaître des géographies qui étaient totalement inaccessibles, d'avoir 1000 vies. C'est Umberto Eco qui disait que ceux qui ne lisent pas n'ont qu'une seule vie, c'est la leur. Et donc c'est tout ce mélange-là qui a fait que c'était mon espace insulaire. C'est-à-dire je n'étais ni en France parce que c'était trop loin, ni en Algérie parce que c'était trop ennuyeux à un certain moment. Donc j'étais dans cet espace insulaire qui était construit par moi-même. Et cette langue était là parce qu'elle me racontait le reste du monde. Et j'ai eu quand même peut-être une enfance assez singulière. Vous savez, les grands textes de la littérature musulmane et arabe, je les ai lus en français. C'était la collection Sindbad. Et les grands textes de la littérature occidentale, je les ai lus en arabe. Ça vous permet pas d'avoir une vie normale par la suite. Et donc, cette collusion, cet accident linguistique dès le début a fait que j'ai choisi cette langue. Mais pas uniquement. Avec l'âge, les écrivains adorent 3 ou 4 questions. Pourquoi vous avez écrit ce roman? Pourquoi vous avez choisi cette langue? Et qui sont les écrivains qui vous ont marqué? On change de réponse chaque 2 ans, à peu près. Et je crois aussi que c'est lié à l'histoire personnelle. Mon père, qui ne vivait pas avec moi, était un francophone muet. C'est-à-dire qu'il avait une vie algérienne avec ma mère qui ne savait ni lire ni écrire, etc.
Et il ne parlait pas, c'était un militaire méditerranéen. Et j'avais perçu 2 ou 3 fois, il a dit des mots profonds, parce qu'il croyait qu'il était seul ou que personne ne le comprenait. Ma sœur était petit enfant, il a regardé, il a dit « Oh, l'innocence !» Alors que pour quelqu'un qui ne me parlait jamais. Et peut-être que l'enfant s'est dit, le seul moyen de communiquer avec le Père, c'était de maîtriser cette langue silencieuse, cette langue muette. C'est-à-dire, si je maîtrise le français, je peux lui parler. Parce que je vais lire les livres que lui, il a lus. Peut-être. Peut-être aussi que c'est la langue, parce qu'en Algérie, les gens sont quand même en Occident. Monsieur Daoud, vous parlez l'arabe chez vous? Il n'y a personne qui parle arabe dans le monde arabe. Nous parlons nos langues. Oui, mais c'est du dialecte. Oui, mais le français, c'est un latin dialectal, si on poursuit la logique. Et donc, il y a la langue algérienne, celle de ma tante qui m'a élevé, de mes grands-parents, celle du silence, et puis la langue française, la langue de l'érotisme, de la poésie, la langue salas, la langue puissante. Et donc, c'est une langue où je découvre mon corps, je découvre l'extase, l'orgasme. Et la langue de mes parents, de mes grands-parents, était la langue du réel. Un jour, j'étais je vais expliquer tout ça. J'étais à Copenhague et on m'a posé la même question sur la langue. Et puis je me suis dit, comment je vais expliquer l'enjeu linguistique à des Danois? C'est difficile. Et j'ai résumé, je leur ai dit, écoutez, c'est très simple. En Algérie, nous avons la langue algérienne, mais pas uniquement, on a la mazir, on a la langue arabe et la langue française. Dans la langue française, on vous dit comment embrasser. Dans la langue arabe, on vous dit qu'il ne faut pas embrasser. Et dans la langue algérienne, on vous dit, on ne sait même pas qu'est-ce que c'est. C'est un peu ça. Donc le choix de la langue française, c'était le choix du corps. Et quand vous dites ça face aux intellectuels décoloniaux en Algérie, vous dites que j'aime cette langue, vous êtes un traître. Parce que vous dites, j'aime la langue de l'oppression. Mais moi, je n'ai pas vécu cette oppression. Moi, je suis un enfant des indépendances. Je suis un enfant des libertés, qu'on me permette d'aimer et de ne pas aimer comme moi je le veux en fonction de mon corps. Donc, la langue française, c'est un enjeu pour moi, pour finir. C'est une douleur, parce que je suis certain que je ne sais pas écrire en français. Et chaque fois, je le dis dans les conférences, le jour où les Français vont découvrir que je ne sais pas écrire le français, ça va être un grand choc. Et puis, c'est une langue d'exil. Le jeune homme qui arrive à Oran s'inscrit à l'Institut de langue étrangère, et c'est la classe moyenne oranaise, c'est-à-dire les filles étaient magnifiques. C'est des gens qui pouvaient changer de veste chaque 2 jours, alors que moi je le faisais chaque 6 mois. Et je me rappelle très bien que c'était le grand choc, parce que j'ai cru, en maîtrisant le français, que j'allais séduire. Et puis dès que je parlais à une fille, elle me disait « mais tu parles comme un livre ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas séduire une femme de cette manière-là, enfin, comme un livre. Et donc, c'était à la fois, j'avais une maîtrise de cette langue, j'avais l'angoisse de ne pas maîtriser cette langue, et c'est ce qui fait que chaque texte que j'écris jusqu'à maintenant, c'est comme si c'est le premier texte. C'est comme si c'était le premier texte que je suis en train d'écrire, et enfin, je parle d'une pathologie. On passe à autre chose. Bon, je pense qu'il faut quand même rendre un hommage à la collection SAS de Gérard de Villiers, sans laquelle nous n'aurions pas eu Kamel Daoud. Donc vous voyez que la littérature écrit droit avec des lignes inattendues. Vous nous disiez tout à l'heure que quand vous lisiez, vous n'étiez plus un Algérien, un Français, un homme. Une fois que vous vous fondiez dans une lecture, j'aimerais renverser la question. Quand vous écrivez, est-ce que vous écrivez pour les Algériens, pour les Français, ou est-ce que vous ne songez pas à vos lecteurs, d'où qu'ils viennent, lorsque vous vous mettez à votre travail pour écrire un roman? Je crois que ça a la complexité d'un exercice de séduction. On s'habille en disant que je m'habille pour moi-même, mais on s'habille avec l'intention de séduire l'autre. L'usage de la langue, de l'écriture, il est là. Alors, est-ce qu'on écrit en pensant exclusivement à l'autre? Ça, c'est le métier des politiciens, ce n'est pas le mien. On écrit parce que c'est à la fois une affirmation de solitude et de liberté absolue. On écrit aussi parce que moi, je ne crois pas à l'écrivain qui écrit dans la douleur et l'ennui. Ça va être contagieux. S'il n'y a pas de danse à deux dans l'écriture, il n'y a pas d'écriture. L'écriture, c'est une danse à deux avec le lecteur qui est absent, mais qu'on sent dans son propre corps. Il faut que ça soit mélodieux. Les gens qui me disent « Ah, le roman, c'est une arme ». Non, le roman, c'est une danse. Le roman, il est ludique. C'est le jeu des perles de verre.
Et le roman et l'écriture, elle doit être ludique, elle doit nous alléger. Je suis un homme de l'apesanteur. Je suis un homme qui était fasciné depuis son enfance par l'apesanteur, et l'écriture, elle est là. Est-ce qu'on écrit sans être lesté par sa culture, etc. Non, on ne peut pas. Mais pas uniquement la culture. Hemingway, je crois qu'il disait qu'on écrit toujours sur le regard de quelqu'un qui soit mort ou vivant. Peut-être que j'écris sous le regard de mon père. Peut-être que j'écris sous le regard de mes maîtres d'école dans mon village. Peut-être que j'écris sur le regard de Camus, de Gide, de Pagnol et de Verne, en me disant, mais un jour, peut-être, je vais avoir au moins le génie d'écrire 2 phrases comme Camus, ou 3 comme André Gide, ou 4 comme Jules Verne. Mais c'est un exercice narcissique à 2, assez complexe. La formule me permet de m'en sortir sans bien répondre. Mais réellement, je n'aime pas écrire avec ce sentiment d'appartenance. Je suis désolé, je peux être qualifié de traître. Je suis traître par l'écriture. Je trahirai tout le monde. Je trahirai mes croyances, je trahirai mes appartenances, etc. Parce que l'écriture, elle est là pour aller vers au-delà. Si on lit le roman d'un pêcheur sénégalais ou japonais, ce n'est pas parce qu'il est sénégalais ou japonais. Et pas, d'ailleurs, on peut lire le roman d'un pêcheur sans être pêcheur. C'est qu'il pose une question une interrogation. Il construit une interrogation profonde. Donc, la littérature d'appartenance, elle me gêne. C'est difficile, parce que quand vous êtes franco-algérien, vous êtes un corps politique, en France et en Algérie. On ne vous permet pas. Qu'est-ce que Camus, là, on a souffert? Qu'est-ce qu'il voulait dire par la peste? Est-ce que c'était un message dans ce sens ou dans l'autre? Est-ce qu'on n'est pas interrogé sur le politique? Je le suis maintenant avec Houri. Je suis attaqué parce que c'est un roman qui est perçu comme politique. Qu'est-ce que je fais? Je hausse les épaules. Parce que le temps passera. Personne ne se souvient des textes, de la conjoncture qui présida à l'écriture des textes de Hermanès, un homme anti-guerre, Première Guerre mondiale, etc. Cela passe et on lit le Loup des steppes quand on a 17 ans comme une fulgurance, comme une fable de la liberté et de la singularité. Et donc, c'est ce qu'on ne pardonne pas, au fond, à l'écrivain algérien. Et d'ailleurs, je le dis souvent dans les conférences, je ne suis pas écrivain algérien. Je suis écrivain et algérien et français. C'est 3 métiers. Et ce sont difficiles parfois. Donc, l'idée d'appartenance, elle me dérange. Si un jour, je me découvre comme quelqu'un qui exerce une appartenance par l'écriture, je me ferai danseur. Je changerai de métier. Alors, l'idée d'appartenance vous dérange, mais vous ne venez pas de nulle part, et les motifs que l'on trouve dans votre œuvre renvoient quand même à la société de l'Algérie contemporaine, ou de l'Algérie, pour Meursault contre enquête, d'il y a 50 ans. Mais bon, enfin, on peut y retrouver des résonances contemporaines aussi. Et on y trouve, je trouve, il y a cette dimension mélodique dont vous parliez dans l'écriture, mais il y a aussi une forme de tension, de l'enfermement, quelque chose comme une société claustrée, comme si vos personnages vivaient dans une prison à ciel ouvert. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est le cas? Ou est-ce que je fais fausse route? Non, c'est le cas. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas raconter à partir de rien. On voit le monde à travers l'histoire que l'on porte, mais comme je le dis dans un entretien, l'identité ne doit pas être un enfermement. La mémoire, c'est un chemin, pas une maison. C'est la maison des morts, c'est la maison des dieux. Nous, notre maison, c'est ici. Donc, quand on emprunte la mémoire, il y a 2 sortes d'individus. Ceux qui vous disent la mémoire est votre maison, ceux qui vous disent la mémoire n'est qu'un chemin pour questionner, écouter et revenir vers le présent. Donc, je n'écris pas à partir de rien, j'écris à partir de ce qui m'a blessé, de ce qui m'a fait mal, de ce qui m'a contesté la propriété de mon corps, de ce qui me conteste l'usage d'une langue, de ce qui m'incrimine, de ce qui me pousse à l'exil, de ce qui m'empêche de revenir dans ma terre maintenant. Je ne peux pas y échapper. On peut s'offrir une chambre de 5 étoiles à Copenhague, vous rêverez d'être coincé dans un métro à Paris. Donc l'humain est ainsi fait. Alors l'enfermement, oui, peut-être que la littérature a toujours fonctionné pour moi comme un projet d'évasion perpétuelle. Je lis, je m'évade. Comme un projet d'apesanteur. L'apesanteur me fascine. Jusqu'à 1903, avec les premiers aviateurs, les premiers fabricants d'avions, l'apesanteur était le monopole des religieux. Après l'invention de l'avion, on a compris qu'on pouvait s'élever autrement. Et donc, il y a cette idée que c'est un projet d'évasion.
je ne confonds pas l'Algérie comme terre méditerranéenne, solaire, sensuelle, puissante, avec la mythologie patriotique. Borges disait que le patriotisme est une passion idiote. Et je le crois profondément. Comment vous expliquer? L'enfant que j'étais, je dessinais. Quand je faisais des aquarelles, je n'avais pas une bonne note. Mais quand je dessinais des volcans avec des menottes, avec deux mains, avec des menottes qui explosent et un fusil en disant le chiffre 1954, date de déclenchement de la guerre d'indépendance algérienne, j'avais une très bonne note. Et j'ai compris qu'il y a quelque chose que je dois préserver en moi-même en donnant le change à mon environnement. Donc, cette Algérie me manque profondément. C'est mon pays. On ne quitte jamais son pays. On peut aller ailleurs. Comme je le disais tout à l'heure, le matin, je suis en France, je suis à Paris, je suis chez moi. Le soir, quand je dors, je suis dans la maison de mes parents. Mais moi, j'aime bien cette idée d'appartenance que cultive, par exemple, un grand poète palestinien, Mahmoud Darwish, dans un grand poème qui disait « Mais qu'est-ce que la nation pour vous ?» Il disait « Moi, je ne sens pas, comme ils disent dans la radio, je traduis, comme ils disent dans les radios, que sa chair est ma chair, que son sang circule avec mon sang. Pour moi, un pays, c'est lorsque je rentre le soir et je prends le café avec ma mère. Je ne crois pas à l'héroïsme des radios et des éditoriaux. Je crois à l'attente de ma mère. Et j'ai ce rapport-là, ce rapport quasiment païen avec cette terre. Mais on me force au chant collectif, à l'unanimité, à l'effacement de ma singularité. Et donc, c'est en ceci que je me sens étouffé. L'Algérie est un pays vaste, mais c'est un pays qu'on ne possède pas. On nous l'a promis, on nous l'a repris immédiatement après. C'est un pays qui fait des millions de kilomètres. Les Algériens ne voyagent pas, ils se sentent à l'étroit, ils se sentent enfermés. Nous manquons de liberté parce que nous refusons les différences. Nous avons le culte de l'unanimité. L'unanimité, c'est un suicide collectif. Donc, oui, il y a une envie. C'est pour ça que j'aime la mer, la Méditerranée. Je la qualifie du seul Dieu équitable que je connaisse. C'est le seul Dieu qui me reçoit sans me demander de m'agenouiller et de prier et de quémander quelque chose. La mer, c'est un Dieu qui se partage. C'est un Dieu qui n'exige pas la soumission, l'abaissement. Et donc, oui, il y a encore en Algérie un rêve de liberté qui n'a pas été exaucé. Alors vous le dites magnifiquement, la littérature c'est le particulier, l'idéologie c'est le collectif. Vous êtes un littéraire, un écrivain, et pourtant la politique et la politique algérienne vous considèrent, malgré vous finalement, comme une figure politique, comme quelqu'un qui dérange. Vous avez, Alexis l'a évoqué, été attaqué à plusieurs reprises, et en Europe par une gauche décoloniale ou idiote, et de la part du régime algérien. Vous ne pouvez pas vous sortir de ça, même si vous revendiquez votre sens du particulier, votre volonté simplement de créer, de retrouver des musiques oubliées, des sensualités perdues. Kamel Daoud, aujourd'hui, apparaît pour beaucoup de gens comme un dissident et comme une figure à dimension politique. Oui, mais j'aime bien aussi la phrase de Darwish qui disait que la politique, c'est un des prénoms du destin dans le monde arabe. Et je crois en France aussi. C'est une très belle métaphore. Est-ce qu'on échappe aux politiques? Je le disais tout à l'heure, nous sommes des corps politiques, interrogés dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? À la fois, il faut répondre, mais écrire des œuvres, de la littérature, lire, défendre des livres, rire, boire, voyager, aimer, enlacer, faire tout cela. Donc, moi, je pense que c'est l'écume des jours, ça va s'épuiser. Est-ce que je suis un dissident? Je disais hier dans une conférence au sud de la France, je suis le premier étonné quand on me qualifie comme ça. Parce que moi, j'ai l'impression d'exercer ma vie dans une sorte de naïveté. J'aime lire, j'aime écrire comme je pense, et j'ai toujours pensé que si on est de bonne foi, le monde vous respecte. C'est naïf. Et j'ai toujours pensé que si on est brillant, le monde vous admire. Ça ne fonctionne pas bien comme ça, mais on écrit parce qu'on a un capital de naïveté, d'innocence en soi, qui permet de raviver la langue d'une autre manière. Le style, c'est la langue vue par un enfant. C'est tout le temps comme ça. Et donc, c'est vrai que je suis pris dans ce jeu-là, et chaque mot que j'écris, je le paye. Et je le paye peut-être moins que Boualem, mais je le paye.
Et depuis toujours, pas uniquement que depuis que je suis en France. Même pendant des années, j'étais chroniqueur en Algérie, j'étais écrivain, c'est toujours la même chose. Donc on est pris dans une sorte de nasse qui est difficile. Est-ce que je suis dissident en France? Peut-être. Parce que la France manque d'incarnation. La France a besoin de temps en temps, chaque 10 ans, chaque 20 ans, d'un corps qui incarne les idées, et pas seulement d'idées incarnées par du papier. Elle a besoin de rencontrer un homme ou une femme qui mise son corps pour ses idées. Elle a besoin d'incarnation. Et c'est étrange. Souvent, la francité, elle est sauvée et redéfinie par des gens qui viennent d'ailleurs, par ces étrangers qui sont à la fois étrangers et qui ne le sont pas, parce qu'ils sont porteurs et gardiens de cette francité qui doute d'elle-même quand elle est donnée naturellement. Donc, il s'appelle Romain Gary, il s'appelle Aznavour, il s'appelle, comme a cité Alexis. Et donc, on est pris dans ce jeu-là. Et si vous êtes franco-algérien, écoutez, vous avez toutes les tares. Donc, vous avez trahi, vous êtes plongé dans le conflit de loyauté, vous êtes un traître, etc., etc., etc. Est-ce qu'on n'échappe pas à ça? Au début, je réagissais avec beaucoup de passion parce que c'était injuste comme procès. Je veux être un écrivain. Je veux, comme je dis dans mes conférences, moi aussi être le centre du monde. Je veux l'expliquer et dire que la Terre tourne autour de moi comme le pense tout un chacun de temps en temps. Et ça non. Il y a deux terres qui tournent autour de toi, la France et l'Algérie. Ce n'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'il faut faire? S'arc-bouter contre cette accusation perpétuelle, cette assignation aux politiques perpétuelles? Ça ne sert à rien. Il faut faire œuvre, il faut écrire, il faut parler, il faut vivre intensément, il faut réussir, briller, avoir des prix, rendre hommage à mes parents et à mes maîtres d'école qui ont peut-être rêvé de quelqu'un comme moi. Et donc, cela, je le fais. Et après, l'écume des jours, ça va passer. Je vais mourir et je laisserai peut-être 2 ou 3 livres, peut-être bons, et qui vont prouver au monde que je ne suis pas totalement mort et que ma vie a peut-être mérité d'être vécue. Et donc, le politique, pour moi, c'est une interprétation perpétuelle, etc. Est-ce que je suis une incarnation? Qu'est-ce que vous voulez? Si on appelle héros quelqu'un qui veut juste vivre sa vie, oui, je suis un héros. Il n'empêche que depuis quelques mois, et l'arrestation de Boualem Sansal, et la publication d'Ouri, et les difficultés que cela a provoquées pour vous, et en Algérie et en France, on se retrouve avec un régime politique qui a pris pour opposants prioritaires des écrivains, des gens qui ne sont armés que de leurs plumes. Ce sont des épisodes qui sont arrivés dans d'autres contrées, dans d'autres moments de l'histoire, mais le fait que ça arrive aujourd'hui et que Kamel Daoud et Boualem Sansal soient là interdits de rentrer chez lui et l'autre enfermé dans son propre pays, qu'est-ce que ça nous dit de l'Algérie contemporaine? J'aime bien répondre de temps en temps quand on me dit qu'est-ce qu'une dictature? C'est un écrivain raté avec une armée. C'est parce qu'il y a une concurrence de fiction. Une dictature, c'est une fiction. Le roi se promène nu, tout le monde l'applaudit, sauf les enfants qui disent « mais il est nu, il n'a pas de robe ». Au fait, on est là, on est dans une fiction. Et que ce soit à l'époque de l'URSS ou des dictatures de l'Amérique latine, etc., toute dictature est une fiction violente. Si vous n'y croyez pas, on vous arrête, on vous torture, etc., jusqu'au moment où vous dites « non, c'est vrai, le roi n'est pas nu, c'est une très belle robe qu'il porte, elle est magnifique, extraordinaire, alors qu'il est nu ». Donc, il y a une concurrence sur les fictions qui est importante. Et plus une dictature est défaillante et violente dans sa fiction, plus elle s'en prend à ses concurrents, c'est-à-dire les écrivains, ceux qui racontent une histoire alternative, une histoire singulière, une histoire de l'individu. Alors si vous y ajoutez quelques éléments, circonstances aggravantes, vous écrivez en français et vous avez le Goncourt en France sur une guerre qu'on cache par rapport à l'autre guerre qu'on exhibe. Écoutez, c'est le crime quasiment parfait. Donc, il y a ça. Maintenant, ce qui se passe en Algérie, avec Boualem et avec d'autres, et je n'ai pas envie de parler de ma pomme, mais c'est qu'il s'agit de plusieurs enjeux imbriqués. D'abord, le message, il est pour les Algériens. C'est-à-dire, on peut vous traquer, vous emprisonner, et vous n'avez pas à écrire, ni à rêver de liberté par l'écriture. Ce message-là, il est pour les écrivains futurs. L'Algérie produit chaque fois une génération d'écrivains admirables, puissants, passionnés, à cause de sa terre.
Et chaque 10 ans, on les tue, on les chasse, on les incrimine, on les exile. Ça se passe tout le temps. Un écrivain algérien, c'était un écrivain qui est né en Algérie et qui vivra en France. Ça, c'est la biographie la plus courte. Et donc, il y a cet espace-là. Deuxième message, c'est le message aux Français. On va vous atteindre dans ce que vous avez de plus noble. La littérature, les éditeurs, les lecteurs, les libraires, les romanciers et les écrivains. On va vous toucher là, au cœur de votre prestige international. Le troisième message, c'est un message aux gens qui ont fui ici. C'est-à-dire que la France ne peut... Regardez, la France ne peut même pas protéger Kamel Daoud en France, à Paris, et elle ne peut rien pour Boualem Sansal en Algérie. Donc, attention, c'est le message des maîtres en poison russes. Donc, c'est un message de terreur. Et c'est un message aussi pour la France, pour dire, voici le miroir de vos impuissances. Vous ne pouvez rien. Vous n'avez aucun moyen d'agir pour sauver là-bas. Je vous le disais la dernière fois au téléphone, c'est comme, bon, je n'ai pas envie de m'étaler sur ma propre vie, mais c'est quand même extraordinaire. Alger peut déposer plainte contre Kamel Daoud en France. La France ne peut même pas envoyer son avocat à Alger. C'est une démonstration de force. Donc on est dans tout ça. Qui va gagner? On le sait. On sait qui va gagner. C'est la liberté qui va gagner. Le problème, c'est le prix. Qui va payer le plus pour que ce jour-là puisse advenir un jour ou l'autre? L'écrivain est aussi... C'est une singularité quand il est francophone parce qu'il fait partie de l'histoire algérienne. L'histoire algérienne, elle est plurielle, multilinguistique, riche, innovatrice, magnifique. Vous le voyez avec les chanteurs raï, avec les dessinateurs, avec les écrivains, etc. Et on a une caste de domination linguistique qui nous dit non, vous n'êtes pas algérien, vous êtes arabe, arabe, arabe. D'accord, mais arabe, c'est l'Arabie saoudite. Il n'y a pas d'Algérie saoudite pour le moment. Mais pourquoi? Alors, après, on vous dit, mais vous êtes anti-langue arabe. Non, moi je maîtrise cette langue. Non, j'aime cette langue. Mais cette langue, elle m'appartient, je ne lui appartiens pas. Et donc, si vous êtes contre cette langue, vous êtes contre Dieu et contre l'islam. Et au fait, non, je suis contre vous, mais nous sommes lui. Et c'est une métaphore close. Le grand drame du monde qu'on appelle arabe, c'est son rapport à une langue qui est utilisée pour bloquer tout changement, pour bloquer toute innovation, toute capacité à exprimer le réel. Vous savez, ce qui est extraordinaire, ce que vous ne le savez pas ici, c'est qu'on peut publier en français, en arabe et en anglais, mais jamais en algérien, parce que ce sera luthérien. Cherchez un Coran en langue algérienne, vous ne le trouverez jamais, parce que ce sera comme l'Église anglicane, comme le mouvement protestant dès le début. Ce sera l'accès au livre sacré par la plèbe, ce sera la révolution. Au fait, une dictature religieuse, c'est le monopole de l'interprétation. J'interprète, donc vous m'écoutez. Et donc j'ai le pouvoir de. Tout cela ramène à des débats qui sont faussés. Kamel Daoud contre la langue arabe. Mais non, j'adore. La langue arabe est une fenêtre en plus dans mon monde. Mais ce n'est pas... Je déteste l'usage idéologique et fantasmé qu'on en fait pour exclure toute la vivacité et la multiplicité algérienne. Être francophone, écrivain algérien, ce n'est pas le signe d'une traîtrise, c'est le signe de comment une guerre peut devenir une richesse et un enrichissement. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre ami et de votre frère de plume, Boualem Sansal, des nouvelles indirectes, hein, j'imagine, que vous pouvez nous donner? Si vous ne pouvez pas, je le comprendrai très bien. Et plus largement, est-ce que vous vous inquiétez pour sa santé et tout simplement pour sa vie, puisque on rappelle que Boualem Sansal est âgé, qu'il est malade et qu'il vit dans des conditions que l'on peut considérer comme accentuant les maux qui déjà le frappent? Oui, je suis très inquiet et oui, je suis pessimiste parce que je connais les passions belles de cette terre et ses radicalités aussi. Mais il s'agit... Boualem, c'est celui qui paye le plus. Mais ici, on ne le sait pas. Camus disait dans Actuel 4, cette difficulté à raconter une dictature. C'est très difficile parce que l'être humain a tendance à aller vers le déni, vers le confort, ce qui est humain. Moi, je n'aime pas les gens qui reprochent tout à l'Occident. Moi, je ne crois pas que l'Occident soit juste ou injuste. Il est. Et donc, avec ses défauts et ses qualités. Donc, Boualem, moi, je suis pessimiste. Je l'ai dit depuis le début parce que je sais que l'enjeu
très difficile à exprimer. Il n'y a pas que Boualem. Les libraires souffrent, les éditeurs, les écrivains. Il y en a certains qui vivent maintenant en France, exilés, elles, et ils ne veulent pas apparaître à la surface parce qu'ils savent qu'est-ce que ça coûte d'apparaître et de parler. Il y a un régime de terreur absolue. On n'a pas idée de ce qui se passe là-bas. Il n'y a pas d'informations qui circulent, etc. Donc, je suis pessimiste, mais je crois au miracle. Et je crois à la constance. C'est une vertu. C'est-à-dire qu'il faut en parler, il faut rappeler, il faut dire et que Sansal est en prison, et que l'Algérie est en prison, et que beaucoup d'Algériens sont en prison. Bon, bien sûr, il y aura toujours des gens qui vont vous dire « oui, mais il y en a beaucoup qui soutiennent ce régime ». Je crois que parfois, certains pensent que le seul moyen d'échapper à une prison, c'est de s'en faire les gardiens. Et ça fonctionne souvent. Parce qu'on se dit par défaut, tout ce que je peux avoir comme privilège, c'est dans la pyramide des tyrannies, l'exercer sur quelqu'un de plus faible que moi. Cela ne me donne pas la liberté entière, mais cela me sauve un petit peu. Et donc, on est dans cette logique-là. La culture est menacée en Algérie. Les éditeurs, les livres. Vous imaginez ce livre ou d'autres interdits, éditeurs interdits, éditeurs perquisitionnés, librairies fouillées pour retirer tous les livres, écrivains pourchassés. On n'imagine pas, je veux dire, bon, la France est un magnifique pays, mais le problème c'est la gratuité, y compris celle de la liberté. Donc on ne sait pas combien ça coûte et on oublie, c'est normal. Mais la liberté, ça coûte. Chaque 10 ans, on est rappelé à cet ordre-là, et écrire un livre et aller l'acheter, la gloire de la démocratie, c'est qu'on peut le faire dans la négligence, l'indifférence et la banalité. Mais la réalité, c'est que ça coûte. Il y a des éditeurs qui ont fermé boutique, il y a des éditeurs qui ne peuvent plus écrire, publier, etc. Donc c'est un tout, et c'est Boualem qui est un peu le crucifié de cette terreur actuellement. Moi, je n'ose pas parler de ce que je ressens parce que je me sens humilié et blessé de ne pas pouvoir revenir voir les miens chez moi, d'être qualifié de tous les noms, alors que j'ai un mythe, à la limite très simple. Je me suis dit, je vais essayer de sortir de mon village, d'être le premier partout, de briller, et de me faire respecter dans le monde, et de raconter ma terre, mon univers, etc. Et tout ce que je reçois en contrepartie. Je me rappelle le jour où j'ai eu le Goncourt, je me rappelle très bien. C'était à 12h37 que j'ai appris la nouvelle. À 14h30, j'avais mal au ventre parce que je savais que ça allait me coûter. Je le savais. Merci pour cette belle leçon de liberté et cette belle évocation aussi de Boualem Sansal qui nous accompagne et, comme vous le disiez, incarne de façon presque christique l'oppression que vous avez décrite. Ces formes de tyrannie, elles existent de façon visible et écrasante en Algérie, mais vous avez pu être confronté aussi en Europe à des formes non pas de tyrannie, mais de disqualification, de mise en accusation pour vos prises de position. Je me souviens en 2016, au moment des viols de la gare de Cologne, vous dénonciez dans un article du Monde un rapport malade à la femme, au corps et au désir dans le monde arabe, et cela vous a valu d'être attaqué par des féministes françaises. Cela vous a valu d'être renvoyé aux marges politiques ou à la fameuse extrême droite qui maintenant permet de disqualifier toute personne qui va à rebours du récit progressiste. Qu'est-ce que ça vous a inspiré d'entendre à votre endroit des éléments de langage qui ont dû vous rappeler ceux des islamistes ou des obscurantistes du régime d'Alger ? Écoutez, moi je pense que les radicalités sont les mêmes, c'est la même pathologie. On change de couleur, on change de lieu, mais c'est la même chose. À l'époque, je me rappelle, j'ai eu beaucoup de difficultés. Je suis passé de quelqu'un très célèbre en Algérie à quelqu'un célèbre un peu partout dans le monde. Et donc, le retentissement des écrits n'était plus le même. L'interprétation n'est pas la même. Et pendant quelques mois, j'ai décidé de ne pas écrire. Parce que je n'avais pas la réponse absolue à la question de comment écrire tout en restant libre. Et je me suis dit, si mon écrit peut être interprété de cette manière ou de l'autre, de part et d'autre, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux arrêter ? Et au fait, je m'étais trompé, parce que je n'ai pas été camusien, dans le sens où il n'y a pas de bonne réponse. Il y a une réponse qu'on assume, c'est ce qui lui donne de la valeur. Et je me suis dit, j'ai de la famille, j'ai une fille, et
Je suis quelqu'un qui peut écrire ses idées et un survivant, à sa manière, moins que d'autres et plus que d'autres, de la guerre civile algérienne. Donc, de quel droit d'autres vont m'imposer le silence au nom de leurs enjeux, de leurs convictions? J'ai toujours eu, dans l'intimité, une opinion assez juste de ma personne. Je ne pense pas que quelqu'un, comme je dis à mes étudiants, celui qui ne peut pas mourir à ma place ne peut pas vivre à ma place. Donc, à partir de cette idée, je me suis dit que je dois écrire avec mon histoire et je dois la raconter. Que ce soit récupéré, interprété, interdit, contesté, ce n'est pas mon affaire. C'est l'affaire de l'autre qui n'arrive pas à trouver une position sur son propre siège. Moi, je vais continuer à écrire, etc. L'Occident, c'est vrai que c'est assez houleux, mais j'ai fini par comprendre aussi l'enjeu. Je ne suis pas le bon arabe. Vous savez, celui qui dit que tout est la faute de l'Occident, que tout est, etc., etc. Je ne suis pas. Vous savez, s'enfuir des champs de coton communautaires, ça mérite le fouet. Et donc, cette idée que je ne sois pas perçu dans mon universalité en tant que centre du monde et nombril de l'univers me dérangeait. C'est-à-dire que je me suis dit, ils ont un problème avec eux-mêmes, pas moi. Moi, je suis l'arabe de personne. J'écris ce que je pense, je le dis, je le défends, je le réitère, avec angoisse, avec peur, avec torture, avec mal au ventre, avec exaltation, avec fierté, et que l'autre se sente mal, ce n'est pas mon affaire. Mais ça en dit beaucoup sur l'Occident que sur moi. Par exemple, le papier auquel vous faites référence, c'est la Repubblica, avec le journal avec lequel je collaborais à l'époque, qui m'avait dit « Est-ce que vous voulez écrire sur le colonne ?» J'ai écrit ce papier-là. Il est repris par un journal suisse, ça passe, un journal allemand, et je ne suis pas sûr, mais un journal anglais. Le jour où Le Monde l'a publié ici, ça a fait l'explosion. Donc ça en dit beaucoup plus sur ce pays que sur moi. Et c'était, oui, il est avec, il est contre, et j'ai eu droit à tout le catalogue des stéréotypes sur des gens comme moi. 1, tu as raison, mais il ne fallait pas l'écrire. 2, tu as raison, mais il ne fallait pas l'écrire chez eux. Ça, je l'ai entendu de plusieurs intellectuels. 3, encore plus tragique, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est décédé, qui m'a dit « Pourquoi tu l'as écrit ?» J'ai dit « Mais tu sais très bien que c'est vrai. Nous avons un problème avec le corps, nous avons une misère sexuelle, etc. » J'ai dit « Pourquoi vous le refusez? Pourquoi vous êtes dans le déni ?» Il s'est tué pendant 10 minutes. Je dis bien 10 minutes. Et puis il m'a dit « Mais Kamal, c'est tout ce que nous avons. Nié. » Et ça m'a bouleversé, cette phrase. Et il était sincère. Il est mort plus tard, mais il était sincère. Donc, on m'a dit « Pourquoi tu l'as publié? Pourquoi tu l'as écrit? Pourquoi ?» Et puis ce papier était toujours découpé. On prenait la partie qui arrangeait le plus le jugement, le tribunal en inquisition. J'ai appris depuis quelque temps une vertu, comme je le disais, la constance. Continuer à écrire, à réfléchir, avec le droit à l'erreur et le droit à la conviction, et de continuer. À la fin, peut-être que je vais être fier de ma vie en me disant « je l'ai bien mérité ». Depuis le succès de Meursault contre Enquête, et encore plus depuis le succès phénoménal d'Ouri, qui est à la fois un succès critique, un succès en librairie, et puis un succès primé par le plus prestigieux des prix littéraires français, vous tournez beaucoup dans le monde, mais beaucoup en France aussi. Et j'aimerais savoir quel regard vous portez sur notre société. Est-ce que vous voyez un décalage peut-être entre les gens que vous rencontrez dans des rencontres comme celles que nous vivons aujourd'hui ou des signatures, et puis une forme de microcosme qui peut et qui croit souvent représenter le pays, la majorité silencieuse, alors que ce microcosme peut, sur bien des sujets, être déconnecté. Est-ce que vous avez ressenti ce décalage? Est-ce que vous diriez qu'il y a deux France, une d'en bas et une d'en haut, ou finalement non, vous pensez que c'est une caricature? Si, j'aime bien avoir le regard perçant, vous savez, le regard de Montesquieu, de son personnage, et j'aime bien regarder parce qu'il faut bien ne pas s'ennuyer dans la vie. Donc j'essaie un peu d'avoir des angles de vue quand je fais des tournées. Au fait, oui. La dernière fois, je croisais une dame au sud parce que j'étais quand même étonné. Il y avait des centaines de personnes pour la rencontre. Il y avait des gens qui avaient été refusés. Je me suis dit, malgré tout ce que je subis par une certaine presse ici, etc., tentative de décrédibilisation, etc., je me suis dit, quand même, les gens sont là. Et elle m'a dit cette phrase, nous sommes la France réelle.
Et ça m'a bouleversé. C'est vrai qu'on a cette impression-là qu'il y a un microcosme et qu'il y a la France réelle. Mais peut-être j'y suis plus sensible parce que c'est une des clés qui m'a permis de comprendre l'Algérie. Je suis un villageois. Et généralement, la vie intellectuelle algérienne, elle est centrée sur l'hypercentre d'Alger. On croit que tout ce qui se passe dans 2 boulevards algérois, ça se passe dans le reste du monde algérien. Et souvent, par exemple, avec le Hirak de 2019, je disais à mes collègues, mais on est en train de perdre. Ils me disent, non, regardez les photos, il y a 20 000 personnes à Alger. Je dis, oui, mais ce n'est pas important, 20 000 personnes à Alger. C'est très bien pour un selfie, mais pas pour une révolution. Donc, j'aime bien ce rapport très charnel avec la terre, avec la paysannerie. Je suis un villageois. Et ça me permet d'avoir une sorte de méfiance positive, bonhomme, vis-à-vis des grandes idées. La pauvreté m'a permis aussi de juger le bonheur et de savoir qu'être riche ou vouloir être riche, ça apporte de la dignité. Et que vouloir être un communiste pauvre et mal habillé, c'est juste le caprice d'un riche qui veut son canaille. C'est différent. Et donc, ce sont des choses c'était les grandes leçons de ma vie. Je suis villageois, j'aime regarder le monde à travers ce regard-là qui ramène les choses à ce qu'elles sont. L'hiver, les cycles, le corps, la modestie, l'usage du silence, quoique, pour moi, je l'ai perdu. Et donc, ce sont des choses qui me permettent aussi de visiter la France maintenant. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Est-ce que je vais m'enrichir au point d'avoir une résidence secondaire dans un village qui est un compromis avec le terroir? Ou est-ce que je vais immigrer dans un village comme beaucoup d'écrivains pour pouvoir goûter la beauté de ce pays qui est magnifique dans ces villages? Ou est-ce que je vais rester à Paris? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est vrai, on perçoit le réel et on perçoit ce qui ne l'est plus. L'usage des écrans, des polémiques. Moi, je n'ai quasiment pas de réseau, je n'ai pas de télé, etc. Parce que j'ai décidé de préserver mon autonomie de réflexion. Quand j'écris un éditorial, je réagis par rapport à un fait, souvent, ou à une idée qui veut masquer un fait. Parce que le jeu des réseaux numériques, c'est que vous allez vous mettre à réagir par rapport à ce monde très solipsiste, très fermé sur lui-même, et vous perdez petit à petit le sens du réel. Et donc, ce réel, il est important pour moi. Ça me permet peut-être d'écrire des histoires à l'avenir, de cacher, de faire croire que je suis un vrai écrivain parce que j'écris sur des choses réelles. Enfin, c'est assez compliqué, mais je me sens en sécurité dans la ruralité plutôt que dans la ville, quoique j'aime Paris. Quand on est dans le tourbillon d'un Goncourt, est-ce qu'on a le vertige à l'idée du livre d'après? Ou est-ce que vous l'aviez déjà entamé de toute façon avant la sortie d'Houri et vous arrivez à travailler déjà sur votre prochain roman? Ou est-ce que le tourbillon vous emporte et vous reportez chaque jour les pages que vous voudriez écrire? Je ne sais pas comment répondre, d'autant plus que mes éditeurs sont dans la salle, je crois. Donc... non, au fait, vous n'avez qu'à mentir. Ce tourbillon, je l'ai vécu avec Meursault. Je n'ai pas eu le Goncourt, j'ai failli l'avoir. Et puis j'ai eu le Goncourt du premier roman. Et puis le roman a explosé dans le reste du monde. Il est traduit en plus de 40 langues maintenant. Donc j'ai vécu un peu cette chose-là. Et ça a été difficile à surmonter. Parce que le succès est beaucoup plus difficile à surmonter que l'échec. Et avec Houri, c'est un peu plus compliqué. D'abord, je n'attendais pas le Goncourt avec ce roman. J'étais tellement soulagé de pouvoir le finir et de le remettre à mon éditrice qui a fait un travail extraordinaire avec moi pour me rassurer, avec mes éditeurs. Mais est-ce que je dois le dire ou pas? Et au fait, pendant les 4 ou 5 années où j'étais en Algérie, où j'avais peur de publier, j'avais déjà écrit 2 textes. Et maintenant, est-ce qu'il s'agit de les publier? Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'il ne faut pas nourrir sa gloire en les jetant dans la cheminée et puis de dire que Kamel Daoud a le manuscrit perdu qui va exciter tous les chercheurs sur sa biographie plus tard quand il atteindra 102 ans et qu'il mourra dans la gloire et la célébrité en tant que président de la France qui sauva la France. Et nous, on fera des unes sur le manuscrit retrouvé, sur la piste du manuscrit perdu. Il va falloir conclure, on pourrait discuter ainsi, vous écouter surtout toute la nuit. C'est vraiment très passionnant, très dense, très intense, mais il va falloir vous libérer aussi pour que vous alliez signer vos livres, et puis parce que
vos journées et vos semaines sont dévorées par ce type d'exercice. Je voudrais seulement, avant de finir, vous poser encore 2 questions. La première, je reviens à Houri, qui est un roman qui oscille sans cesse, dont le personnage principal oscille sans cesse entre le désespoir et l'impossibilité de l'existence même qu'elle porte, tellement ce qu'elle a vécu la fait souffrir et tellement ce qu'elle voit venir l'inquiète. Et puis, c'est aussi un roman qui laisse entrevoir la possibilité d'une nouvelle naissance. Un monologue intérieur extrêmement puissant. Le personnage principal s'appelle Aube. C'est un prénom qui dit à lui seul beaucoup de choses. Et c'est sur ce prénom que je voudrais m'arrêter et vous demander quels sont aujourd'hui pour vous, vous en avez évoqué quelques-uns, vos motifs d'espérance dans le panorama un peu sombre que nous avons établi. Aube, c'est un personnage, c'est vrai, c'est le personnage de la reconstruction, de la vie après la mort, parce que c'est un monopole des religieux. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Mais nous aussi, est-ce qu'il y a une vie après nos morts? Moi, j'aurais voulu que l'Algérie fasse le même chemin que Aube, affronter, voyager, aller aux sources de la douleur et à la fin, enfanter. J'aurais voulu que mon pays le fasse, mon pays natal le fasse. Parce que c'était... Vous savez, la vie est le contraire du roman. La vie, ça part de la naissance vers la mort. Le roman part de la mort vers la naissance. La mort, c'est quoi? Perte d'identité, perte de lieu, perte d'un être cher, perte de l'envie d'aimer, perte du contact avec le monde. Hier, ma mère est morte, ou peut-être aujourd'hui, je ne sais plus. Et ça va jusqu'au moment de résurrection, la fin de l'étranger, qui est un magnifique chapitre de contestation face aux prêtres, etc. Donc le roman, c'est le contraire de la vie. Il nous mène de la mort vers la résurrection, alors que la vie nous mène de la naissance vers la mort. Nous aimons les romans comme des contrepoids à la loi de la vie. Et pourtant, ils sont aussi la vie. Donc, je n'aime pas le mot hommage, mais c'est cette voix de femme qui m'obsède. Et c'est une voix pour les femmes, parce que les femmes payent le prix des libertés plus que nous, les hommes. Et elles donnent de la vie. Nous, on est appelés vers le 3 mois, tous, ils bougent. Mais c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui incarne le désir, l'amour, la nudité. C'est pour ça que tous les radicaux, tous les monothéismes n'aiment pas la femme. Et on est un peu dans ça. Maintenant, est-ce qu'il y a des motifs d'espérer? Je réponds généralement par une boutade qui n'en est pas une. Je dis, mais si on désespère à 30 ans, qu'est-ce qu'on va faire jusqu'à 90 ans? On va s'ennuyer. Donc autant espérer, désespérer vers la fin en me disant, écoutez, j'ai essayé et puis ça n'a pas marché. J'aurais au moins cette vertu incroyable d'avoir essayé. Mais je crois que nous sommes là parce que nous devons espérer. Il m'arrive parfois de sourire que je suis fatigué, que je suis désespéré, que je suis blessé, je suis attaqué, humilié, et je souris devant mon fils. Parce que c'est important de lui laisser en capital ce sourire. Il comprendra avec le temps que je l'ai forcé ce sourire, que je l'ai arraché à de la douleur. Mais il le respectera pour 2 choses, parce que pendant la moitié de sa vie, il aura cru à ce sourire, et l'autre moitié, il aura compris le prix que ça m'a coûté. Et ça, c'est important. Nous devons espérer parce que nous n'avons pas d'autre choix. Parce que quand nous désespérons, comme le disait Camus dans L'Homme révolté, c'est la seule question du suicide. Autant aller jusqu'au bout, se suicider. Pourquoi rester dans une salle où il n'y a plus de spectacle intéressant pour nous? Donc, soit il faut vivre intensément et se battre pour ses idées dans la constance, la vertu de la constance et de la bonne foi, soit avoir le courage, dans l'autre sens, et de dire, écoutez, moi je ne peux pas payer ce spectacle-là, je n'ai pas les moyens, et je m'en vais. Et dans les 2 sens, il faut vivre courageusement ou mourir courageusement. Et la question de l'espoir, elle est dans ce sens-là. Si nous voulons vivre courageusement, nous devons espérer. Et si nous n'y croyons pas, faisons-le pour la génération suivante. Merci beaucoup, cher Kamel Daoud, pour tous ces mots qui vont nous poursuivre et extraordinairement nourrissants. Je voudrais conclure par une question qui est rituelle dans ces soirées, donc je vous la pose à votre tour. Si l'enfant que vous étiez, que vous aviez évoqué tout à l'heure,
qui couvrait les livres de Gérard de Villiers pour pouvoir les lire tranquillement. L'enfant du village qui avait une enfance heureuse, ensoleillée devant la beauté du monde et la beauté de l'Algérie. Si cet enfant-là venait à croiser l'écrivain reconnu et célébré que vous êtes devenu, l'Algérien devenu français, l'esprit libre attaqué par son propre pays, qu'est-ce qu'il lui dirait? L'adulte à l'enfant? L'enfant à l'adulte, et peut-être ce que lui répondrait l'adulte à l'enfant. Je pense que l'enfant dirait à l'adulte qu'on se ressemble encore beaucoup. Et l'adulte dirait à l'enfant, reste avec moi jusqu'au bout, parce que j'ai besoin de voir le monde à travers tes yeux. Parce que moi, je ne mange pas de blé, mais si tu m'apprivoises, le vent dans le blé me rappellera tes cheveux. Merci beaucoup, vraiment merci infiniment pour cette soirée magnifique et inoubliable. Maintenant, vous allez pouvoir poursuivre cette conversation avec Kamel Daoud en lisant ou en relisant ces ouvrages que l'écrivain va descendre signer. Mais merci encore parce que c'était vraiment une soirée exceptionnelle. Merci à vous. Merci beaucoup.